depuis 2011, toute la gouvernance, à la fois politique et économique du RHDP, vise une seule personne. Le président Laurent Gbagbo. Tout, c'est-à-dire quand il se lève le matin, je dois faire quoi pour ne pas que ce monsieur-là, ou que ce monsieur-là ne revienne pas. C'est tout. Je fais comment pour ne pas que ce monsieur-là revienne en Côte d'Ivoire. Même s'il revient, je fais comment pour ne pas qu'il revienne au pouvoir. C'est tout le cauchemar. Et je vais vous expliquer comment. C'est un plan. Et nous avons envoyé à la CPI pour un plan commun. Sans preuve. Mais nous avons un plan ici commun avec preuve. Qu'ils ont élaboré contre le président Laurent Gbagbo. Et l'affaire du cas de la BCAO, on va en parler, n'est qu'un aspect de ce plan. Qu'ils ont déroulé au fur et à mesure qu'ils voyaient évoluer la situation à la CPI. La première chose qu'ils ont faite, le 11 avril, ils nous ont arrêté le président Laurent Gbagbo. Chacun de nous s'est cherché. Ceux qui n'ont pas pu se chercher se sont retrouvés en prison. Regardez les choses, je vois bien un prisonnier de Katoula ici. Et puis, 3 jours après, le 11 avril, avant même que le chef de l'État ait prêté serment, donc qui n'est même pas encore président, il prend une ordonnance. Et dans cette ordonnance, le 14 avril, ordonnance 2011-201 du 11 avril 2011, qui prend par ordonnance, pour dire que lui, il ne reconnaît pas tous les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo et son gouvernement. Mais cette ordonnance, non seulement elle est légale, mais le drame qu'elle a produit en Côte d'Ivoire est énorme. Des gens étaient à l'école de police, on les a fait sortir. Des gens étaient admis, ils travaillaient, on les a fait sortir. Sur la base de cette ordonnance. Puisqu'ils disent qu'ils se sont rentrés à l'école au moment où le président Laurent Gbagbo était président. On les a radiés. Là, ils ont passé le concours, ils sont admis, on les a rendus à cause de cette ordonnance. Et pourtant, elle est totalement illégale et inacceptable. Et c'est sur cette ordonnance-là que les juges vont s'appuyer dans l'histoire de la BCAO là, pour qualifier les faits légaux qui ont été posés comme étant des faits délictuels. Elle est illégale pourquoi? C'est-à-dire, je ne sais, de deux choses l'une, soit dans l'euphorie, ce qu'on appelle l'état d'ébriété des nouveaux arrivants au pouvoir, parce qu'il y a un état d'ébriété dans lequel ils sont, ça leur a fait enlever la raison, mais aucun juriste sur terre ne pourrait demander ça, faire une telle ordonnance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire l'ordonnance, il faut expliquer aux Ivoiriens qui nous écoutent, dans un langage assez simple, que notre constitution a prévu à séparer le pouvoir du président et le pouvoir du premier ministre. Du président et de l'Assemblée nationale. Il dit, voici, président, voici son pouvoir exécutif. Gouvernement, député, l'Assemblée, voici votre pouvoir. Mais comme on est dans un système un peu présidentiel, bon, compliqué, il dit, bon, mais de façon exceptionnelle, il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le président soit appelé, l'exécutif, à travailler dans un domaine qui n'est pas le sien, qui est l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, il demande aux députés à l'Assemblée, donnez-moi l'autorisation, puisque je veux travailler dans un domaine qui est le vôtre, je veux que vous m'autorisiez à le faire. Et les députés s'assient et prennent une voie qu'on appelle la loi d'habilitation. Et généralement, ça dure 1 an.
Parce qu'à la fin de l'exercice, il faut ratifier ça, il faut lui donner valeur légale, parce que ça ne vient pas de l'Assemblée nationale. Il faut lui donner donc la valeur d'une loi, et pour que ça donne la valeur d'une loi, il faut que l'Assemblée nationale adopte ça et endosse. Premièrement, le président qui sollicite, avec l'article 48, demande l'avis du président du Conseil constitutionnel, l'avis obligatoire. Yaoundé était au Ghana. Non, on en rit, mais voyez-vous comment les gens s'amusent avec un État. Deuxièmement, il faut que l'Assemblée se réunisse immédiatement. Elle se réunit de plein droit. On vient de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'Assemblée. Donc, ce qui n'a pas valu pour l'ordonnance ne peut pas valoir ici non plus. Le président fait une adresse à la nation officielle. Bon, nous on était partis, on ne sait pas quelle la nation, l'adresse de l'a fait à quel moment. Vous qui étiez resté en Côte d'Ivoire, trouvez-moi l'adresse que Ouattara a fait. Donc, aucune des conditions de l'article 48 n'a été faite. Et pourtant, c'est cette ordonnance-là sur laquelle il s'appuie. Mais vous savez pourquoi? Ça leur règle le problème du président Laurent Gbagbo, mais ça règle un problème pour eux. Parce que quand vous avez pris cette décision-là, ils ont en même temps dit, ils ont donné instruction au Trésor public de ne pas reconnaître comme salaire payé les 3-4 mois de salaire que nous avons payé aux fonctionnaires, de ne pas les reconnaître dans les écritures comptables. Mais le Trésor est bloqué. Mais je fais comment? On a payé, c'est de l'argent payé. Parce que si on passe les écritures comptables, le vol ne se justifie plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Si je ne passe pas l'écriture comptable, donc le vol ne se justifie. Mais en temps, le trésor, là, le trésorier, lui, il a prêté serment. Il sait qu'il a fait sortir de l'argent qui allait dans une situation. Donc lui, il ne parle pas, il met ça en compte d'attente et puis il attend. De toute façon, ce n'a pas été l'argent volé. C'est lui qui a exécuté la dépense. Donc, il est obligé de mettre ça en compte d'attente. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à peine on est tombé, moi j'étais au Accra et j'ai vu sur France 24 que Sarkozy, en tout cas le gouvernement français, offre 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour payer les arriérés de salaire. Je me dis, mais enfin, de quel arriéré de salaire s'agit-il? Puisque nous avions payé les salaires. Et sur les 400 millions, 200 millions ont été déjà payés. Qu'ils ont payé. Qui fait à peu près autour de 130 milliards. Mais comment justifier ça? Donc eux, par cette ordonnance, l'argent qu'ils ont pris, parce que dans la tête, ils n'ont pas payé les 200 milliards. Ils n'ont pas payé les fonctionnaires 2 fois. Donc l'argent qu'ils ont pris, eux, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. C'est ça, eux veulent qu'on comptabilise comme étant des salaires. Et les salaires qui ont été régulièrement payés, ils veulent qu'on laisse à côté. Il y a des idées, c'est-à-dire que tu t'assois, tu dis, il y a un niveau de sorcellerie, parfois tu dis, mais jusqu'à quel niveau les gens peuvent arriver à ça? Donc, parce que dans la tête, c'est du détournement des deniers publics. Parce que si tu me dis, le détournement des deniers publics, ça ne veut pas dire forcément que tu as plus l'argent. C'est-à-dire qu'on t'a donné l'argent pour quelque chose et toi, tu l'utilises à d'autres fins. Si tu dis que c'est des salaires, alors que les salaires ont été payés, donc tu as fait quoi de cet argent? Et donc, le Trésor a mis toujours en attente ce compte-là, le compte d'attente, jusqu'à chaque fois, la Cour des comptes les relance. Parce que vous ne pouvez pas, les comptes d'attente, là, ils durent 1 an. Après 1 an, il faut réguler. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice budgétaire, comptable, il faut les régulariser. Enfin, ceux qui ont fait un peu de comptabilité savent ça, au moins. Ils ne les régularisent pas. Et donc, la Cour des comptes est embêtée parce que vos comptes que vous avez, ce ne sont pas des comptes réguliers. Il dit, ah oui, finalement, le Trésor a été obligé de leur écrire. Vous dites, ah non, non, vraiment, vous avez raison, mais l'argent, on nous a demandé de ne pas reconnaître le salaire des fonctionnaires qui ont été payés, de ne pas les reconnaître. Ça veut dire quoi, ça? Donc,
Et on va vous expliquer quand on va arriver au niveau de la BCA, vous allez comprendre le jeu qu'ils font. Parce que pour passer une écriture comptable, il faut c'est toujours deux parties. Le crédit et le débit. Donc, quand tu comptes un compte d'attente que tu dois le régulariser, il faut que tu le régularises en créant donc la source qui a justifié la dépense. En condamnant le président, en nous condamnant, c'est-à-dire il nous crée comme des débiteurs fictifs de l'État et ça leur permet donc de régulariser leur comptabilité. Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas comptables ne comprennent pas un peu le scénario. Les comptes d'attente sont des comptes qui sont faits pour être régularisés en fin des choses, en fin d'exercice. Et comme je n'ai pas un élément qui justifie, on me dit l'élément qui justifie la source, qui justifie la dépense que j'ai faite, on dit je ne peux pas la reconnaître. Donc il faut que je crée forcément une ressource quelque part. La ressource, c'est de me chercher un débiteur fictif. Et comme ils n'ont qu'un seul souffle-douleur dans leur tête, un seul cauchemar, ils disent bon, mettez ça sur la tête du président Laurent Gbagbo. Il devient notre débiteur. Donc, on va mettre sur le compte trésor, vous allez voir, vol ou bien détournement, débiteur Laurent Gbagbo, connaît Katina, et ainsi de suite. Et puis, bon, ils régularisent leur compte avec ça. C'est pas sérieux. C'est pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que ça, là, ça va les rattraper matin. Donc, ça, c'était l'ordonnance. Les journalistes voulaient tous les détails, hein, parce qu'on n'a plus tout le temps pour écrire ça. Le petit détail sur l'ordonnance, c'est que pour faire une ordonnance ou l'article 48, il faut être président de la République. C'est pour qu'il faut avoir prêté serment. Donc, le 14 avril, Ouattara a prêté serment le 7 mai. Le chef de l'État actuel a prêté serment le 7 mai. Donc, il ne peut pas se prévaloir du titre de président de la République et signer une ordonnance à ce moment-là. Donc, dépasse à la racine même, cette ordonnance est fausse. Et quand on leur dit non, que dans la deuxième délibération du président du Conseil constitutionnel, il a dit c'est-à-dire il donne une légalité rétroactive aux décisions qui ont été prises. On leur a répondu non. Il n'a même pas cette compétence-là. Le président du Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose que la Constitution dit. La Constitution dit qu'il a pris fonction à partir de tel jour. Tu ne peux pas faire ça. Et même si à supposer que ce soit vrai, alors il faut que l'acte en lui-même soit fondamentalement, d'abord, il respecte les normes qui soient intrinsèquement légales. Qui soient légales. Or, ce n'était pas un acte légal. C'est comme si tu disais, si tous ceux qu'on a tués pendant cette période-là, moi, Yaoundé, président du Conseil, je vous demande, je dis c'est légal. Non. Voilà. Le deuxième point du plan, c'était la déportation du président Laurent Gbagbo. Nous tous l'avons appris ce que Mediapart avait dit. Vous vous rappelez bien qu'en 2017, Mediapart a relevé les conditions illégales dans lesquelles le président Laurent Gbagbo était parti. On a même arrêté le président Laurent Gbagbo sans aucun mandat. Voici ce que M. Louis Moreno Ocampo, déjà le 11 avril, dit. Au fort pour Ouattara de garder, il demande au fort pour Ouattara de garder prisonnier Laurent Gbagbo avant qu'un pays africain ne demande son transfert devant la CPI. Le problème à cette époque, le procureur ne disposait d'aucun mandat d'arrêt ni de saisir la CPI. C'est-à-dire, ça c'est Mediapart qui avait révélé. Au moment où le procureur de la CPI demandait d'arrêter le président Laurent Gbagbo, puisque quand il a arrêté, il n'avait aucun mandat. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun mandat compris. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Sur quelle base il a été arrêté? Sur cette base de déclaration. Illégalité absolue. On arrête quelqu'un sans mandat. Le 3 juin
2013. Le président devant, il passe devant le 5 janvier 2012, il passe devant les magistrats, puis il a été transféré le 29 mars, le 29 novembre. Le 5, il passe devant les magistrats pour sa première comparution. Le 12, en principe, on doit te confirmer, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comprenez que la CPI, il n'y a pas de juge d'instruction à la CPI, comme chez nous ici. Donc quand on vous envoie, il y a une chambre qui regarde, est-ce que l'affaire est sérieuse ou ainsi de suite. Et déjà, le 3 juin 2013, la chambre est arrivée à la conclusion qu'il n'avait aucune preuve pour que le président Laurent Gbagbo soit poursuivi, même pas poursuivi par la CPI. En Côte d'Ivoire, on aurait appelé ça le non-lieu. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de preuve contre quelqu'un, quoi, on le fait partie. Mais comme leur obsession, c'était pour ne pas que le monsieur revienne en Côte d'Ivoire, en tout cas pendant les 10 ans qu'il avait donné comme mandat à l'actuel chef, parce que maintenant il est dans Bassou, c'est pourquoi les gars ne le regardent pas. Parce qu'on s'est donné le contrat, on dit ton adversaire va le bloquer pour 10 ans pour toi. On finit 10 ans, toi tu dis il faut me donner 5 ans en plus. Ben, les gars ne te regardent pas. Chose quand même grave. En juin 2012, Fabius, ministre des Affaires étrangères, alerté par le même réseau de Ocampo, il se déplace et vont donner instruction à la CPI pour maintenir le président Laurent Gbagbo et aller chercher, demander au juge d'aller chercher des preuves supplémentaires. C'est-à-dire on t'arrête, on ne sait pas, tu n'as aucune charge contre toi, mais on t'enferme, on dit va chercher des preuves supplémentaires, va chercher les raisons pour lesquelles on l'a arrêté, il faut aller chercher maintenant. C'est exactement ce que ça veut dire. Et ça aussi, tous les détails sont dedans. Hein. Comment Ocampo a eu l'information et comment il a réagi par rapport à ça. Et nous avons fait la suite. Mais savez-vous, Dieu est Dieu. C'est-à-dire ceux qui... Quand la juge de la CPI a fait demander son appel, mais j'ai ri. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Si on avait libéré le président Laurent Gbagbo le 3 juin 2013, le président Laurent Gbagbo était encore susceptible d'être poursuivi parce qu'il n'était pas acquitté. C'était un non-lieu. Un non-lieu, ce n'est pas un acquittement. Le juge dit, ah, moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne peux pas te poursuivre. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, mais tu restes encore parce que s'il y a d'autres éléments, je peux te poursuivre. Ce n'est pas un acquittement. Mais les éléments pour lesquels on avait demandé le non-lieu et qu'ils ont refusé pour que le président sorte, finalement, c'est les mêmes qui vont intervenir en fin de procédure quand le juge va dire les éléments que vous m'avez envoyés sont d'une faiblesse exceptionnelle, les preuves, je ne peux pas condamner, on ne peut pas poursuivre le procès. Mais cette fois-ci, on ne le renvoie pas comme un non-lieu, on lui donne un acquittement, c'est-à-dire qu'il met fin à la procédure. Vous voyez-vous un peu, les mêmes causes auraient produit des effets différents, un effet en 2013 qui aurait été différent, le président aurait été libre, mais sous la capacité d'une poursuite. Mais là, nous sommes en 2018. Là, c'est un acquittement total sur la base des mêmes faits. Cette crise-là, même quand on ne croit pas en Dieu, il y a beaucoup de signes qui méritent pour lesquels on se pose beaucoup de questions. Troisième acte qu'ils ont posé, le procès du cas de la Betiawa. Alors, ce procès, c'est le seul procès au monde où les juges ne souhaitaient pas que le condamné soit présent, l'accusé soit présent. C'est le seul procès au monde, et ça je le dis avec tout le sérieux, c'est le seul procès criminel, donc pénal au pénal, dans lequel les juges, leur objectif c'était que l'accusé ne soit pas présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on n'a pas reçu officiellement la décision de condamnation du président Laurent Gbagbo. Mais on a reçu un exploit qui circule là. Vous avez vu l'exploit qui circule de part et d'autre. Vous avez vu le voir. Donc, chacun là-dessus. Et nous avons fait notre analyse. De quoi s'agit-il? Quand on a lu, quand j'ai fini de lire ces documents, je me suis dit, celui qui a un minimum de conscience, aussi gros qu'un grain de folio,
Ça vient de chez nous. J'espère que vous connaissez les fonios. Non, le grain est encore plus gros. Un grand de fonio va comprendre la manipulation qui a dans ce dossier. La Cour qui a rendu cette décision a été présidée par M. Meïté Suleiman, président, et comme assesseur, M. Kofi Konan Émile, et deuxième assesseur, Mme Konan Afou Hortense et pour Santé. On les dit pour que l'histoire retienne les noms des uns et des autres. On ne va plus faire les choses avec enveloppe. Que les enfants des uns écoutent ce que leurs parents font. Que les époux et les époux des autres comprennent ce que leurs parents font. Pour que jamais, pour que leur propre histoire, l'histoire puisse juger et que eux-mêmes, ils sachent comment, quand le verdict de l'histoire arrive, pour ne pas qu'il soit surpris par le verdict de l'histoire. Le ministère public était représenté par le procureur Adou Richard lui-même. C'est un dossier où il n'a pas donné à quelqu'un. Lui-même, il était président. Ça a été un procès très long, contrairement à ce que vous pensez. Comme quoi, tout ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, c'est des procès qui ne sont jamais à court. Le procès a commencé en 2015. L'affaire a été appelée la première fois en 2015. Devant un tribunal constitué qui avait été un premier tribunal. Et il sera interrompu, on ne sait pas pourquoi. C'est les 7 juillet qu'ils ont fait l'appel la première fois. Après, ça suit. Et en 2016, il est revenu. Ça a été reconstitué. Les juges sont revenus sur l'affaire. Et ils devaient donner leur verdict le 21 juin 2016. Le président de cette cour, le juge Ahmed Koulibaly, va reporter la science. Et dans ce rapport, il dit ceci. Les éléments sont en l'état insuffisant pour juger. Les éléments sont en l'état actuel insuffisant pour juger. Plus loin, il argumentera pour dire qu'aucun élément ne permet pour l'heure de connaître la somme d'argent qui a été volée dans les coffres de la BCAO en janvier 2011, ni la valeur marchande des préjudices que cela a causé. C'est des propos du juge qu'on a trouvé dans la presse. Donc, il n'y a pas de délibéré. Parce que les juges disent qu'ils ne sont pas l'impôt, qu'ils n'arrivent pas. Et puis, c'est que dans leur langage d'appel, ils ont rabattu les délibérés, c'est-à-dire ils reportent une date. Bon, voilà. Et ils ont instruit un membre de ce tribunal-là d'aller mener des enquêtes supplémentaires. Et ils mènent ces enquêtes, ce juge. Toutes les personnes, et c'est à ce moment-là que les juges vont découvrir que c'est une histoire qui échappe leur entendement. Puisque tous ceux qui étaient censés être volés, la BCAO, les banques, quand ils sont allés les voir, les gens disent, nous, on ne témoigne plus, on a fait nos audits, on ne nous a pas volé. Seules 2 banques ont témoigné, déposé, ce qu'on appelle la déposition déposée. Il y a la CNCE et la BNI. Mais la déposition de la CNCE est très intéressante. Puisque le directeur de la CNCE dit, oui, ma banque a été braquée, mais elle a été braquée le 19 avril par les SRC. Wow. La déposition est là. C'est un magistrat là qui dit ça, là, c'est clair. Il a même donné le numéro d'immatriculation des véhicules. Oui, j'ai été volé, c'est vrai. Mais c'était le 19 avril 2011 et c'est volé par les FRC. Déposition du directeur général de la CNCE. FRC. Donc, l'affaire est bloquée. Et puis un matin, tous les magistrats qui étaient dans cette cour-là, on les a tous affectés. L'affaire est restée sans bruit. Et puis, elle va reprendre, subitement. Elle
Elle reprend subitement en novembre 2017, dans la deuxième quinzaine du mois de 2017. Mais elle reprend, et il y a une coïncidence de calendrier. C'est que le porte-parole du président Laurent Gbagbo est parti rendre visite au président Laurent Gbagbo et il a fait une conférence. Il a été reçu à TV5 le 1er novembre 2017. Et il décrit, allez-y, regardez cette conférence, les conditions de détention du président Laurent Gbagbo, que beaucoup d'Ivoiriens ignoraient. On décrit. Donc, quand le porte-parole, je n'ai pas dit son nom, se retrouve au Ghana, il rentre au Ghana. 2 semaines, on nous apprend qu'on est condamné. Il y a un projet qui joue derrière nous, on est condamné. Donc, dans la réalité, c'est cette coïncidence-là. Est-ce que c'est une coïncidence de sauter un hasard? Mais, je l'ai dit, nous le disons pour que les gens écoutent et sachent comment ça fonctionne. Mais, pendant ces procès, les non-magistrats, et pourquoi je dis tout a été fait pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit présent. Quand la nouvelle cour vient, toutes les exceptions qui avaient été relevées, c'est-à-dire toutes les irrégularités, on appelle exceptions, c'est-à-dire quand les fautes, en fait, la non-observation des procédures qui avaient été relevées devant cette cour, notamment que cette cour était incompétente pour connaître le président du cas du président Laurent Gbagbo. 2, la procédure n'avait pas été respectée. 3°, l'assignation, c'est-à-dire on te cite à personne, c'est-à-dire on te donne ta convocation là dans les mains de celui qu'on poursuit, ou moins dans des conditions qui sont telles que la personne est censée avoir reçu ça. Toutes ces exceptions ont été soulevées. Mais la nouvelle cour qui vient, et dont j'ai soulevé les membres tout à l'heure, quand ces exceptions sont soulevées, notamment l'assignation, parce que comment ils ont procédé à l'assignation, pour vous dire pourquoi ils ne voulaient pas du tout que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais le président lui-même l'a dit, il dit tout l'univers, c'est même pas le monde entier, c'est tout l'univers. Tout l'univers, les habitants de Mars, partout, tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Et il est allé là-bas par un avion présidentiel. Gourmand 3. Le président même connaît le nom. Il connaît le nom du pilote. Tout le monde sait, sauf les juges ivoiriens. Et ils ont donné l'assignation à une autre personne. Et quand l'avocat du président qui est informé arrive, il dit, mais attendez, votre chose, c'est pas sérieux, vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Les juges disent, non. Écoutez bien, tu n'as pas la parole ici. Tu ne peux pas prendre la parole. Il a raison, les juges ont raison. Parce que en matière pénale, on t'assiste, on ne te représente pas. Tu es là, et puis l'avocat t'assiste. Il dit, moi, comme ton client n'est pas là, tu n'as même pas le droit à la parole. C'est-à-dire que la question qu'est-ce qu'il a soulevée là, on ne va même pas la regarder sur le fond. Dès que ton client n'est pas là, vous n'avez pas droit à la parole. Vous comprenez que, donc, dans la réalité, si le président Laurent Gbagbo était là, toutes ces exceptions-là auraient porté. Donc, l'objectif de toutes les manœuvres, c'était pour éviter justement qu'il ne soit pas là, pour que ces exceptions-là, qui sont grossières, ils puissent les ignorer. Donc, l'absence du président Laurent Gbagbo a été voulue par les magistrats. Il a été voulu par les magistrats. Et chose bizarre, quand ils finissent leur notification, mais l'avocat vous dit qu'il ne peut pas parler, c'est à lui, vous venez lui dire, voici la condamnation de ton client. Mais vous dites que je ne peux pas parler, je ne peux pas l'assister. Moi-même, je ne sais même pas où il est. C'est vous qui savez où il est. Allez-y, que la loi dit c'est à cette personne, vous devez lui remettre. Vous comprenez pourquoi je dis que dans la réalité, il y avait beaucoup, il ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais même sur le fond de cette affaire, des juges s'asseyent et ils disent que le décret qui a été pris par le président Laurent Gbagbo pour réquisitionner la BCEAO est illégal. Parce que, selon eux, la communauté internationale, nos magistrats, je vous dis la décision, la communauté internationale
reconnaissait M. Ouattara comme président. Voici des gens qui sont assis. On a payé leur salaire. Pendant ce temps, ils n'ont pas attendu le salaire de la communauté internationale. Ils ont pris le salaire, s'occuper des enfants, de tout. Et subitement, matin, il dit que eux, leur jugement part du fait. Donc, l'article 98 de la Constitution, qui dit que les délibérations du Conseil constitutionnel sont opposées à tous, y compris au Conseil constitutionnel, les magistrats, là, ils savent qu'ils n'avaient pas de compétence pour juger de l'illégalité de cette délibération-là, de ces décrets-là, sans se référer, au moins soulever l'exception de constitutionnalité, c'est-à-dire envoyer ça devant le président du Conseil constitutionnel pour voir est-ce que ces décrets étaient chauds. Non, et ils sont partout ici. Mais pourquoi? Sur la base de l'article de la fameuse ordonnance 2011. Donc, tout est faux depuis le début. Tout est illégal. C'est le seul procès. Ils ne voulaient pas que le président Laurent Gbagbo soit présent parce que son absence les arrangeait. Et ça les arrangeait pourquoi? Et c'est sur ce point qu'on va arriver à cause de ce qu'on vit maintenant, la CEI. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi ils ont sollicité l'amnistie. Quand ils donnent l'amnistie, ils donnent une amnistie sélective. Or, sur ça, il faut aussi qu'on insiste pour que les Ivoiriens comprennent ce qu'on appelle une amnistie. L'amnistie est claire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux types d'amnistie. Il y a un seul type d'amnistie. C'est l'effacement, le pardon collectif sur des faits considérés comme délictuels, de sorte que le caractère délictuel de ces faits disparaît. Donc, quand il disparaît à l'égard de tout le monde. Les latins disent erga omnes, ça disparaît à l'égard de tout le monde. Il n'y a pas d'amnistie sélective ici. Même si vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas lui qui a créé, il n'y a pas d'amnistie sélective. En France, oui, il y a une amnistie sélective, mais les conditions, c'est quoi? C'est que pour le mérite de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à la nation, il est impliqué dans une affaire à cause de son mérite. Et ça a existé pendant les résistants. Les résistants, on dit bon, on leur accorde une amnistie grâce à leur mérite personnel. C'est le seul cas d'exception, mais ça, c'est en France, ça existe. Donc, il n'y a pas une amnistie où on enlève la personne du fait, je dirais, de ce qu'on n'aime pas. Voyez-vous un peu la différence, chers amis? Donc, voilà la réalité. Voici la réalité. Donc, cette amnistie, elle-même aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en droit d'exiger qu'elle lui soit appliquée. Parce que vous ne pouvez pas effacer des faits et puis les maintenir. Ça veut dire quoi? La radiation de la liste électorale. Donc, tout cela, c'était pour ça. Hein. Vous voyez le scénario, comment c'est organisé jusque-là. Donc, depuis le mois d'août 2020, le président Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste électorale, dans les conditions qu'on sait. Il a saisi le tribunal, pour corriger le tribunal, dit il a donné raison à la CEI. Et puis, sur la base d'un certain de casier judiciaire, on dit le président a 8 enfants, enfin, ils ont écrit n'importe quoi sur le casier. Bon, il fallait faire quelque chose rapidement. Et on saisit la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, je vais vraiment insister rapidement sur ça pour que les gens comprennent pourquoi on ne peut pas être d'accord avec Cubière. On l'a déjà dit, on va revenir là-dessus. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme s'impose et à effet immédiat, sans autre forme de procédure, du fait tout simplement que nous avons ratifié les traités de la Cour africaine des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, la Cour africaine des droits de l'homme devient comme une cour interne. Elle devient une cour interne. On a déjà fait, on ne va pas insister là-dessus. Et quand il dit, je ne sais pas laquelle des décisions attribuées, mais ça, c'est la plus grosse faute juridique. Parce que justement, nous sommes allés là-bas parce qu'on n'a pas trouvé de solution en interne ici.
Et donc, la primauté, on dit en droit, la subsidiarité d'une cour confère la primauté de sa décision sur la cour commune. Comme c'est une position subsidiaire, donc la décision qu'elle prend là-bas, elle s'impose à la cour de droit commun. Bon, ça, qui peut me dire qu'il fait ça au moins,